C'est un voyage incroyable. La clé d'une réussite en Israël, d'abord, c'est d'être un bosseur, d'avoir la émouna, d'être une bonne personne, de faire des bonnes choses autour de soi, d'être bien entouré et d'être sûr que ça va bien se passer. Parce qu'après, ça se passe bien. On est heureux, Baruch Hashem, on a les enfants qui ont une joie qui est incroyable. Sarah Bismuth, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet entrepôt qui est votre lieu de travail. Vous êtes en Israël depuis 20 ans. Exactement. Pourquoi vous êtes montée? J'avais 19 ans. Je ne voulais pas que mes enfants, mes futurs enfants, vivent en France. Pas pour l'antisémitisme spécialement, mais je voulais qu'ils se sentent libres d'être juifs. Je voulais qu'ils soient en Israël, je voulais qu'ils se sentent en famille, parce que pour moi, Israël, c'est une grande famille. En France, c'est compliqué. Pour les juifs en France, c'est compliqué. Pour toutes les générations, je pense que même s'il y en a qui réussissent, et mes parents ont très bien réussi en France, Baruch Hashem, être juif, c'est particulier. Donc tu ne manquais de rien, mais c'est ton anticipation de l'avenir qui a fait que... Je voulais pas que mes enfants naissent et vivent dans un milieu de ce type-là. Tu parlais l'hébreu, tu as grandi dans une maison religieuse. On était dans une maison religieuse, on était dans l'école Ozara Torah de Créteil. Je parlais hébreu basique, quoi. Et voilà, je suis arrivée en Israël, on a fait l'Ulpan Etzion à Baka, à Jérusalem. C'est 6 mois, très intensif, sympathique quand même. Et voilà, et après on est lancé dans la vie, dans la vraie vie. Alors, tu avais un plan, parce que apparemment tu aimes bien anticiper. Pour une fois, j'avais aucun plan. Aucun plan. Je savais que je voulais vivre en Israël. C'était ça mon plan. Je savais que j'allais devoir avoir 3 métiers des fois pour pouvoir subvenir à mes besoins toute seule. Je savais que ça allait pas être facile. J'avais pas envie de me marier tout de suite, mais Dieu a fait que quelques mois plus tard, j'avais déjà eu une demande en mariage. On s'est rencontrés dans l'avion de la Aliyah. On était dans l'Ulpan ensemble. Et on s'est mariés 1 an après. Cette année-là où j'étais pas mariée, j'ai dû avoir 3 travaux. Je travaillais avec un agent immobilier israélien, je travaillais avec un agent immobilier français et je travaillais avec mon mari qui venait d'ouvrir un magasin de carrelage. Donc j'avais beaucoup de travail. Je vivais dans un petit appartement avec 5 copines. C'était très sympathique. Ça a duré 1 an. Et bon, petit à petit, on a rencontré du monde. J'ai compris qu'il fallait que je travaille un peu plus comme ça pour pouvoir, pour que la vie soit un peu plus facile. C'était pas facile tous les jours. T'étais heureuse d'être là malgré tout? Chaque jour qu'on passait, chaque jour, c'était un jour heureux. Vivre en Israël, c'est un srout. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde et c'est surtout... Pour moi, c'est un cadeau d'Hachem. Mais c'est très difficile aussi, hein. C'est-à-dire, je dis pas c'est un cadeau, tout est rose, tout est beau. Pendant quelques mois, l'appartement où on vivait, on a dû déménager, etc. Et pendant quelques mois, j'ai vécu chez une copine, mais je lui louais son couloir. Et je dormais sur le canapé dans le couloir. Donc, avec son chat. Et je déteste les chats. Qu'est-ce qui a été ta force? Moi, en tout cas, je suis venue avec un objectif de m'intégrer complètement, de pouvoir parler en hébreu, de pouvoir travailler en hébreu, de pouvoir vivre en hébreu, de pouvoir éduquer mes enfants en hébreu, de pouvoir les mettre dans des écoles israéliennes sans qu'il y ait un minimum de 10 Français pour qu'ils puissent se sentir... Non, ils sont complètement israéliens. On est complètement tous israéliens. Moi, je parle hébreu toute la journée. En Israël, il y a des endroits où il y a beaucoup de Français, comme Natania, comme Ranana. Et c'est très sympa et c'est très bien pour ceux qui aiment vivre en communauté, justement, française. C'est exceptionnel. Moi, je sais que ceux qui aiment ça, ils sont épanouis. C'est génial pour eux. Mais moi, c'était pas du tout ça. Moi, je voulais tout le contraire. On a habité 17 ans à Jérusalem. Pareil, dans des communautés... pas tout le temps française, rarement d'ailleurs. Et voilà. Et maintenant, Baruch Hashem, j'habite à Kfar Saba. La langue, ça a été un atout extraordinaire pour toi. Bon, d'abord, j'étais jeune. Déjà, ça aide. Quand on arrive et qu'on a 50 ans, c'est pas la même chose que quand on arrive et qu'on a 19, 20, 23, 24 ans. Voilà. C'est plus facile, on l'utilise plus facilement, on s'en sert avec les copains, avec les copines. Je me suis mis comme objectif qu'il fallait que j'y arrive. Fallait que je puisse parler en hébreu couramment. Et il y a un truc très sympathique avec les Israéliens, c'est qu'à l'époque, en tout cas, ils me reprenaient. À chaque fois que je faisais une erreur,
gentiment, pas pour me mettre mal à l'aise ou quoi. Ils me reprenaient, ils me disaient non, ça on dit comme ça. Donc j'ai appris comme ça. Petit à petit, je me suis corrigée, ils m'ont corrigée. Et aujourd'hui, ils me font plus de corrections, donc je ne sais pas s'ils ont arrêté de le faire, Bichlal, ou si moi je fais plus d'erreurs, mais ils sont très sympathiques, ils sont très aimants, ils sont très reconnaissants de voir des Français qui viennent de leur tour magnifique, qui se disent que les Français, ils ont tout pour eux, pourquoi ils viendraient ici en Israël? Au tout début, c'est ce qu'on me disait, mais pourquoi tu viens en Israël? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène en Israël? Enfin, en France, t'as tout. C'est magnifique, la langue est très belle, le pays est très beau. Aujourd'hui, je pense qu'ils disent plus la même chose. C'était le bon choix. Oui, c'est obligatoire. Pour moi, c'était obligatoire. Alors, ce qui est génial aussi dans ton aventure, dans ton histoire d'Alia, c'est que vous êtes, toi et ton mari, des entrepreneurs, comme beaucoup de Français qui désirent faire l'Alia. Entreprendre en Israël, c'est pas simple, mais vous l'avez fait non pas une fois, mais 2 fois, puisque vous venez de remonter l'entreprise où nous nous trouvons, Bambou, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il y a 10 ans, et vous avez 10 ans auparavant déjà monté une première affaire. Comment c'était d'entreprendre en Israël? Alors, la première affaire qu'on avait, c'était dans les travaux. Donc, on travaillait, on avait une société qui s'appelle AZ Rénovation. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent parce qu'on travaillait exclusivement avec des Français. On les aidait, on les accompagnait pour acheter des meubles, pour avoir un contact avec un architecte qui parle pas la langue. Donc, on faisait aussi la traduction, on faisait les travaux, tout de A à Z. On a travaillé pendant 11 ans dans les travaux. C'était comment au quotidien? Baruch Hashem, ça a très bien marché. C'était très bien, mais c'était très dur parce que c'était des très gros contrats. On faisait pas des petits travaux de plomberie, on faisait des gros chantiers et on en avait plusieurs à la fois. Et j'avais 20 ans, 21 ans. Donc, c'était très grand. On signait des beaux contrats et on était tout jeunes, donc c'était décalé. On avait des employés, on travaillait avec des Arabes exclusivement parce que, pareil, on avait la main-d'œuvre, ce sont des Arabes. Avec certains, ça s'est très bien passé. Avec d'autres, ça s'est un peu moins bien passé. C'était l'intifada aussi. Nous, on travaillait par exemple sur un chantier au 10e étage à Givat Mordechai, à Jérusalem. Et on refaisait tout un truc en haut, une toiture avec des barrières de sécurité. Et justement, on devait enlever aussi ces barrières de sécurité. On avait un travail à faire particulier. Et moi, je me rappelle avoir été ce moment-là, ce jour-là, en bas. Donc 10 étages. Et je regardais comme ça l'immeuble et je me disais quand même, c'est costaud, parce que s'il se passe quelque chose de nerfs... Il y avait ton mari en haut? Voilà. Ils peuvent prendre mon mari et s'énerver et Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve, faire quelque chose de... Voilà. Donc, c'est des moments qui sont très difficiles. On a eu aussi sur les Mazganim, ils écrivaient qu'ils souhaitaient la mort de David et Sarah. Ils sont venus à plusieurs et qu'ils ont cassé tout le travail qu'on avait fait. Des employés à nous, avec qui on travaillait et qui s'étaient un peu remontés à cause de la situation. C'est des moments qui sont très, très difficiles. C'est pour ça que vous avez changé d'entreprise? Effectivement, ça devenait de plus en plus compliqué pour plein de choses qui sont en Israël un peu compliquées aussi. Je vous donne un exemple pour pouvoir faire des contrats en Israël sur des travaux, il faut être Kablan Rashoum. Un entrepreneur certifié. Voilà. Mais pour être un entrepreneur certifié, il y a plusieurs options. Mais il n'y a aucune option pour quelqu'un qui vient de France et qui a un peu de savoir dans les travaux. En fait, il faut payer un Kablan qui est lui Rashoum pour qu'il nous signe sur les travaux. Et ça m'a saoulée. Je me suis dit que ça y est, on avait travaillé 11 ans, que ça devenait de plus en plus compliqué et qu'on voulait changer un peu. Et donc, on s'est redirigé vers les meubles puisqu'on avait compris que les meubles, c'était très compliqué pour un Français d'acheter des meubles en Israël. Pas assez de choix, des modèles qui sont pas le goût d'Européens, des prix qui sont pas du tout attractifs. Il faut négocier. C'est pas toujours facile pour un francophone et pour un Israélien aussi. Donc, on a ouvert un site internet, bamboo.co.il, donc ça marche dans toutes les langues. La plus grande clientèle que j'ai, ce sont bien sûr des Israéliens.
Mais il y a beaucoup de Français qui nous contactent parce que justement, c'est des prix qui sont très attractifs, c'est très facile, livraison jusqu'à la maison. On imagine que c'est une aventure incroyable, parce que quand on voit l'entrepôt, voilà les cartons, etc., c'est de l'import-export, puisque c'est des choses qui viennent un peu d'ailleurs. Vous faites comment quand on débarque dans ce milieu? Vous n'avez aucune expérience là-dedans? Non, aucune expérience, zéro. On n'avait aucune expérience et aucun contact. On connaissait personne aussi dans le milieu du meuble. On réapprend la roue à chaque fois. On essaye, on réajuste, on réfléchit. Qu'est-ce qui vous a aidé? Qui vous a tendu la main? Alors d'abord, on travaille toujours en binôme avec mon mari. Donc c'est mon mari et moi, on a monté ça ensemble. Moi, j'étais à la vente et lui, il faisait tout le reste. Il faisait même les colis. Il allait à la poste à l'époque pour livrer les petits produits qu'on nous avait commandés. Et ben, au Hachem, petit à petit, ça a grandi. Alors, qui c'est qui nous tend la main? J'aime pas être personne. Personne ne nous tend la main. On apprend les douanes, les impôts, tout ce qui est lié à l'exportation, à l'importation, tout seul? Tout seul. On se renseigne, on se déplace, on va. Il y a des centres, bien sûr israéliens, il y a des bureaux de l'importation où on peut se déplacer. Il faut prendre un rendez-vous, il faut poser les questions, il faut arriver avec plein de questions. Ils ont pas toujours la patience. Il faut revenir une deuxième fois. Il faut être très, très, très organisé. Savoir ce qu'on a envie de faire et ne pas baisser les bras. Parce que pendant tout ce chemin-là, il y a eu énormément de moments où on a envie d'arrêter. Énormément. Quoi, par exemple? On habite en Israël, donc on fait importer un conteneur de quoi que ce soit des chaises, que ce soit des tables, des bureaux, quoi que ce soit. Une fois par, on ne sait pas comment, ils veulent nous vérifier notre conteneur, mais de fond en comble. Donc le conteneur est gelé pendant quelques temps, donc toi tu as des commandes, tu devais livrer des choses. Non, tu dois appeler tout le monde, tu dois expliquer, etc. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus organisé, justement. Donc, et Baruch Hashem, on est aussi connus des douanes, enfin, connus. Ils connaissent notre entreprise. À l'époque, on était tout nouveau. Donc, ils veulent voir qu'est-ce que t'importes, avec qui tu travailles, c'est quoi ce qu'il y a dans tes cartons. C'est normal. Mais c'est propre à Israël. Je pense pas que dans tous les pays, ils fassent des vérifications comme ça. Et voilà, les athlètes, petit à petit, on passe encore une difficulté et on avance. Tu nous as parlé du 7 octobre. Est-ce que toi qui importes de Turquie, de Grèce, de Malaisie, de Chine, est-ce que tu as été confrontée à l'antisémitisme, l'antisionisme qu'on a tous vécu ici? Alors, d'abord, le marché du travail n'est pas la même chose que la vie de tous les jours. Donc, même s'ils nous détestent et qu'ils ont envie qu'on meure, si on fait des affaires avec, ils sont toujours très tentés de continuer à faire un partenariat. Par exemple, avec les Turcs, c'est très, très difficile, la Turquie. Je ne sais pas si vous savez, mais le président turc a interdit les livraisons en Israël. Donc, ça a été extrêmement difficile, mais mon partenaire turc, il est installé en Grande-Bretagne. Donc, en fait, on a pu travailler autrement, on a pu continuer à importer. Et effectivement, ce ne sont pas du tout des gens qui sont anti-juifs, antisémites. Ce sont des gens qui ont tout fait pour continuer à ce qu'on puisse travailler ensemble. Ils étaient même prêts, parce que ça coûte plus cher, de faire tout le monde pour pouvoir, parce qu'avant, on importait de Turquie directement. Aujourd'hui, il faut pouvoir faire plusieurs étapes. Et ben, ils ont pris à leur charge. Je leur ai expliqué que c'était très difficile si on devait augmenter le prix pour les gens en Israël, parce que déjà qu'on est en guerre, et en plus ça, ça va peut-être plus être aussi intéressant pour le client. Ils ont pris à leur charge tout ce qui a été dépassement par rapport à cette nouvelle façon d'importer. C'est magnifique. Et on peut aussi être confronté à des gens. On a eu un partenaire chinois, très facilement, qui nous a dit que pour l'instant, c'était trop dangereux pour lui. Il ne voulait plus importer en Israël. Pays trop en guerre, trop touché. Il avait peur pour son argent, il avait peur pour sa cam. Il y a les deux et on vit les deux tout le temps. Tu nous as beaucoup parlé de ce qui est compliqué, de tes combats. Je crois que vous êtes vraiment un couple de combattants. Oui, complètement. C'est comme ça qu'on peut vous définir.
Je connais personne qui, pour lui, tout est facile et que tout se passe bien. Après, ça dépend. Il y en a qui se découragent au bout du premier petite chose qui va pas. Nous, on est des battants. Nous, on a voulu en arriver là, avoir un gros entrepôt, pouvoir livrer dans tout Israël, pouvoir être adapté à toutes les poches. Et on avait un objectif. Il fallait qu'on y arrive. C'est ça, le secret pour réussir son Aliyah? Il faut avoir un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance quand on arrive en Israël, il n'y arrive pas tout de suite. C'est pas les premiers jours, c'est pas le premier mois. Et doucement, doucement, on s'intègre, que ce soit encore une fois avec des francophones ou avec des Israéliens, mais on se sent appartenir à une communauté. J'ai des amis qui sont de l'Ulpan, français, et on a des amis qui sont complètement israéliens, avec toute leur famille israélienne. Et c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir se sentir shayar, de se sentir appartenir à ce peuple. On est une grande famille. Alors ça, c'est les points positifs. C'est que si il arrive quelque chose, n'importe quoi dans la rue, il y a 10 personnes qui peuvent nous aider. Il y a personne qui va marcher comme ça et faire comme si de rien n'était. Si on a besoin de quelque chose, quand j'étais plus jeune, encore une fois moins organisée, il est arrivé que j'avais pas pour payer le bus parce que j'avais perdu ma carte, etc. Mais ça leur vient même pas à l'idée de nous dire non. C'est complètement logique. Ils payent pour toi. Voilà, ils nous aident. Moi, je me rappelle d'une histoire très sympathique. J'étais déjà plus adulte et on est arrivé dans un falafel. On était à Haïfa. Et à Haïfa, il n'y avait pas beaucoup de choses cachères à l'époque. On arrive avec nos 4 enfants et on s'assoit, on mange les falafels et tout. Et on arrive à la fin et j'ai pas la carte pour payer. Et le monsieur, je lui explique, je lui dis, je suis vraiment désolée. En plus, on a tous pris des falafels, on a tous mangé des boissons et tout. Je lui explique et je lui dis, regarde, je te ferai venir l'argent par un virement bancaire. C'était un vendredi en plus. Donc, dès que la banque, elle ouvrira dimanche, il m'a dit, regarde, ne t'inquiète pas. J'ai pas peur. Mangez, profitez. Si vous voulez encore des chips, si vous voulez un truc, dimanche, lundi, mardi, quand tu pourras, on s'arrangera. Voilà mon numéro de téléphone, on s'arrangera. Je pense pas que dans n'importe quel pays du monde, ça peut arriver. Et c'est des choses qui sont marquantes. C'est ça que tu aimes dans ce pays? Les gens? Oui. D'abord, on est un peuple, là on le voit hélas, après le 7 octobre, ce qui s'est passé. On est un peuple très uni. Hélas, des fois, il faut aussi des moments un peu plus compliqués pour que l'union se réveille. Mais on est un peuple extrêmement uni. Mais dans la vie de tous les jours, les gens s'entraident énormément. En Israël, par exemple, à chaque fois qu'il y a une femme qui accouche, elle va pas cuisiner. Elle va rentrer chez elle. Il y aura tous les jours de la semaine des repas. Tous les jours. C'est ça qui te touche. On a l'impression que c'est vraiment ça qui te... C'est pour ça que tu es venue. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très touchant, c'est dans des moments pas faciles. C'est magnifique et c'est nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Même aux États-Unis, il peut y avoir un petit peu de chaque chose, un peu partout. Mais ça, qu'on soit une grande famille, ça n'existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à quelque chose qui t'a... Voilà, tu nous as raconté ce genre d'événement, mais quelque chose qui t'a vraiment touché. On habitait donc à Givat Mordechai et il y avait une petite famille comme ça de Chabad. Et ils savaient que quand je rentrais à la maison, c'était pas facile parce que je finissais à 4 heures et que j'avais pas mes parents, que j'avais pas mes beaux-parents pour garder les enfants. C'était très, 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 très compliqué. Il y avait pas mamie, papy pour garder les enfants. Jamais. Fallait tout le temps prendre des babysitters, fallait tout le temps appeler des fois des heures pour pouvoir trouver quelqu'un. Et la maman, donc de cette famille, un jour au jardin, elle me rencontre et elle me dit, j'avais 3 enfants à l'époque, et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse que ma fille Esther vienne t'aider un peu en fin de journée? Et je lui dis oui, mais combien ça va coûter? Et elle me dit, combien tu pourrais payer? Je lui dis, la vérité, en ce moment, c'est pas facile, je sais pas du tout. Elle dit, écoute, elle fait pas ça pour l'argent. Paye-la ce que tu veux, elle sera très contente de venir t'aider. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas que cette petite fille de 14 ans, 13 ans, 14 ans, tape à ma porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tout le temps avec le sourire. Et elle s'asseyait par terre, elle racontait une histoire aux enfants. On ne peut pas oublier ça. Non, on
On peut pas oublier ça. C'est la netina, c'est le fait de donner gratuitement sans attendre en retour. C'est magnifique, c'est très touchant, ça donne énormément de force. C'est vrai que c'est un pays qui est très difficile. C'est vrai qu'il faut recharger les batteries, il faut pouvoir trouver notre force, il faut trouver les gens avec qui on travaille ou les gens avec qui on vit. Il faut toujours être très, très bien entouré. Bien sûr. Et ça nous donne énormément de force. Il faut savoir le prendre. Il faut savoir le prendre, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir y croire, parce que vraiment, on n'y croit pas. En tant que francophone, d'ailleurs, on peut se dire « Ah, celle-là, elle veut me la faire à l'envers. » Peut-être, je sais pas, hein. Mais elle veut venir et après, elle va me demander très cher. On pourrait. Moi, j'étais dans une période d'acceptation où j'acceptais « Oui, merci beaucoup. » Et c'est des moments qui sont magiques, 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 qu'on n'oublie jamais. Et que je raconte à mes enfants et que je raconte à chaque fois. Et ma fille s'appelle Esther. Je sais que vous êtes très touchée par... vous vous sentez très concernée par les Juifs de France. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est un pays où moi, je le voyais déjà comme beaucoup de gens qui ont fait leur aliyah il y a très longtemps, où l'avenir des Français est très, très, très difficile. Pour les enfants, pour les adultes, que Dieu nous en préserve. On a entendu tellement de choses pour des personnes même âgées qui sont finalement livrées à eux-mêmes, parce que quand ça arrive, il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne. Il peut y avoir des actes antisémites dans les bus, dans les métros, dans la rue. Il n'y a personne qui se lève. Ils avancent comme si de rien n'était, quoi. C'est devenu quelque chose de normal. Et non, il faut pas. Il faut pas que ce soit normal. Ça n'est pas normal d'être détesté parce qu'on est des Juifs. On n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses affaires, on vient en Israël. C'est sûr qu'on me dit souvent, c'est pas les mêmes salaires. Si on a envie d'un gros salaire, il faut beaucoup travailler. C'est tout. Celui qui gagnait un très gros salaire en France et qui, ici, n'aura pas le choix que d'avoir un petit salaire, il va mieux vivre en Israël. Même si c'est cher, même si la qualité de la vie, elle est beaucoup mieux. Déjà, le soleil. Déjà, on a du soleil tout le temps. Et quand on travaille dur comme vous, on profite vraiment de la qualité de la vie? D'abord, on profite tous les jours. C'est très important pour tout le monde de profiter tous les jours parce que sinon, c'est trop difficile. De se rappeler tous les matins d'un moment particulier de la veille. On a des enfants qui grandissent en Israël, c'est des victoires tous les jours. Tous les jours, se dire que ma fille, elle peut aller à l'école toute seule. Elle peut sortir l'après-midi. Même si on est en guerre, même si tout, j'ai pas peur. Ma fille, mes fils, il n'y a aucun souci. Baruch Hashem. S'il y a quoi que ce soit, il y a du monde, il y a autour, tout le monde s'entraide. Il faut faire attention. Mais c'est sûr qu'en France, j'aurais pas laissé mes enfants sortir. Du tout. J'aurais eu trop peur. Être juif en Israël, c'est pas la même chose qu'être juif en France. Ici, on peut s'épanouir, on peut vivre comme on a envie son judaïsme. Justement, personne ne dira rien. Personne ne dira quelque chose si la fille elle a la tête couverte et qu'elle est en pantalon. Les Israéliens, ça va même pas leur tilter dans la tête. Chacun vit comme il veut. Moi, je connais un copain à mon mari qui met les tefilines tous les matins. Il n'a pas la kippa. Il fait même pas Shabbat. C'est un Israélien. Et je lui demande, mais pourquoi c'est important pour toi? Ah, pour moi, c'est important les tefilines. Baruch Hashem, c'est super, magnifique. Il y a beaucoup de friction entre chiloniers et religieux. Moi, par exemple, je fais des vidéos TikTok. Et à l'époque, c'est moi qui répondais à toutes les douvotes. Je recevais énormément de réactions. Et c'était extrêmement rare quand il y avait quelqu'un qui me parlait de mon kissouille roche. En tout et pour tout, c'est arrivé 2-3 fois. Que quelqu'un me disait « Ah, parce que t'es religieuse, avec ton kissouille roche, je viendrai pas acheter chez toi. » C'est très énervant. Pas qu'ils viennent pas acheter chez moi, mais qu'ils puissent parler comme ça. Des Israéliens. C'est vrai que c'était extrêmement rare, parce qu'en général, les gens, ils acceptent comme on est. Comment tu résumerais ces 20 ans qui sont passés? Vite, apparemment. Très vite. C'est un voyage incroyable. C'est extrême tous les jours. D'avoir effectivement une grande entreprise, un grand entrepôt, des employés. C'est un gros challenge. Mais aussi d'être maman de 4 enfants,
avec les difficultés que tout le monde rencontre en tant que parent. Et il y a aussi beaucoup de victoires, Baruch Hashem, beaucoup de choses qui sont positives, beaucoup de sourires, beaucoup de gens qui sont tellement satisfaits, contents et contents de nous rencontrer, de parler avec nous. Ici, on peut venir récupérer les produits. Et très souvent, les gens veulent venir me voir pour me faire un câlin. Les femmes me disent oh, tu m'apportes beaucoup de joie, tu es très sympathique sur TikTok, etc. Et c'est encore une fois donner de soi-même, donner sans attendre spécialement en retour. Bon là, effectivement, c'est pour mon travail, mais j'aurais pu le faire aussi autrement. Et je pense que la clé d'une réussite en Israël, d'abord, c'est d'être un bosseur, d'avoir la émouna, d'être une bonne personne, de faire des bonnes choses autour de soi, d'être bien entouré et d'être sûr que ça va bien se passer. Parce qu'après, ça se passe bien. On est heureux, on est Baruch Hashem, on a les enfants qui ont une joie qui est incroyable en Israël. Quelle est ta plus belle victoire, Sarah? Ma plus belle victoire, ce sont mes enfants. Depuis toujours, ils habitent en Israël, donc ils vont avoir des contacts. Ça change, parce que quand on arrive et qu'on ne connaît personne, qu'on n'a aucun contact dans rien, c'est pas facile. Moi, je vois mes 2 grands garçons, quand ils veulent travailler, le soir, ils ont déjà 3 propositions de travail. Alors que moi, c'était plus compliqué. Je parlais pas spécialement la langue, je connaissais pas à quelle porte taper. Aujourd'hui, ils peuvent trouver un travail très facilement. Ils sont très bien accueillis. Les gens sont extrêmement gentils avec les enfants, extrêmement patients. Une patience qui est incroyable, vraiment incroyable avec les enfants. Je pense que ma victoire et ma réussite, c'est que Baruch Hashem, quand j'avais 19 ans et que ça me trottait dans la tête de faire mon alia pour que mes enfants aient une vie en Israël, c'est ça ma victoire.